Nous sommes moins nombreux, mais nous sommes tous là pour écouter donc Clara Lyonnais-Voutaz, qui est notre dernière intervenante de la journée. Repenser la nature en ville, de la ville verte à la ville vivante. Et Clara va nous faire une présentation en partie liée à ses travaux de recherche doctorale, mais aussi spécialement pour les étudiants de MEF et ceux qui passent les concours et les collègues en formation continue, un certain nombre de réflexions un peu plus fondamentales qu'elle va nous faire le plaisir de nous présenter. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc avant tout, moi, je souhaite remercier toute l'équipe de la PSG Aquitaine pour cette invitation dont je suis honorée, puisqu'en tant que jeune enseignante, j'ai souvent regardé les vidéos de la PSG, et donc je suis contente de pouvoir contribuer à cette collection. Pour me représenter brièvement, je suis doctorante en géographie et aménagement au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 et du laboratoire Environnement, Ville, Société. Et mes travaux de thèse portent en particulier sur la place des animaux dans les villes françaises et sur certaines politiques qui visent à les réintroduire, ce que j'aurai l'occasion d'aborder dans cette présentation. Mais je vous propose ici une présentation un peu plus générale, que j'ai intitulée « Repenser la nature en ville, de la ville verte à la ville vivante ». Et pour commencer cette présentation, je souhaitais l'aborder en évoquant des cas d'utopie de villes végétales comme étant des villes prenant mieux en compte les dimensions environnementales et comme les intégrant pleinement. Et donc sur les exemples que vous voyez ici et qui sont tirés des travaux de Luc Schuiten, donc un architecte, on peut observer une vision de la ville constituée pleinement avec l'élément végétal, puisqu'on voit que la végétation apparaît dans le prolongement des logements. Et donc dans ses travaux et dans les différentes utopies qu'il imagine, Luc Schuiten rend ainsi visible la manière dont la nature et la ville peuvent se combiner, alors que ces deux éléments peuvent sembler incompatibles, voire antithétiques dans le langage courant. Et dans les explications associées à chacun de ces dessins, il montre également comment la nature en ville peut contribuer à répondre à des besoins des sociétés humaines. Ainsi, dans La ville potagère, qui est l'un des deux exemples que vous voyez ici, il propose une ville résiliente qui permet de garantir la sécurité alimentaire sans détruire des bâtiments existants. Il montre ainsi comment les espaces publics comme privés, qu'il s'agisse des toitures, des balcons, des terrasses, pourraient être optimisés pour développer l'agriculture, que ce soit par le biais de potagers, de vergers ou de poulaillers. Et ces propositions, même si elles sont formulées dans le cadre d'utopie architecturale, rejoignent aujourd'hui dans une certaine mesure des politiques qui sont mises en place pour fabriquer une ville plus durable et une ville qui intègre mieux les éléments naturels. Et donc on peut penser à différents exemples. Donc ici vous avez quelques initiatives urbaines contemporaines, qu'il s'agisse d'écoquartiers, qui sont des quartiers qui intègrent largement le végétal, des cours oasis, donc des cours qui ont été désimperméabilisés et revégétalisés. Et on peut aussi penser à l'intégration de certains animaux qui sont présentés comme au service de la transition socio-écologique, dont vous avez deux exemples ici. Donc il s'agisse des poules composteuses ou des moutons utilisés pour l'éco-pâturage. Cependant, il semble qu'une part importante de ces initiatives qui visent à favoriser la nature en ville prennent avant tout des formes de nature végétale, ce qui aboutirait donc surtout à produire une ville plus verte. Et si ces initiatives semblent se diffuser, elles peuvent également sembler limitées dans leurs impacts et elles peuvent aussi sembler mettre de côté une partie de la nature qui est perçue comme moins désirable. En effet, si on réfléchit donc à la nature en ville et aux formes qu'on retrouve dans les villes françaises par exemple, on s'aperçoit que ce ne sont pas toutes les formes de nature qui sont valorisées. Et donc il me semblait intéressant de s'interroger sur l'étendue et la pertinence de cette expression de nature en ville, qui est mobilisée aujourd'hui à la fois dans des discours scientifiques, mais aussi politiques et urbanistiques. Et comme on peut le voir sur ce schéma qui est proposé par le CEREMA, les formes de nature qui sont mises en avant représentent surtout une nature donc, qui est qualifiée ici d'entretenue ou d'aménagée.
Et donc c'est une nature qui est exploitée, que ce soit pour des bénéfices esthétiques, pour une amélioration du cadre de vie des citadins, pour améliorer leur bien-être, pour lutter contre les îlots de chaleur, donc ce qu'on a évoqué précédemment, ou pour des fonctions agricoles. Mais la nature qui est qualifiée de sauvage ou de spontanée ne semble que très marginalement recherchée en ville, puisque cette nature spontanée est surtout une nature repoussée, qui est perçue comme incontrôlable, voire dangereuse, et qui peut être perçue comme la source d'effets négatifs. Et on peut à ce titre penser à tous les discours qui sont développés sur les nuisibles. Et donc ces choix sélectifs dans les formes de nature en ville nous invitent à questionner le terme de nature en ville et le terme qui apparaît de plus en plus de ville vivante, qui peut être présenté comme une forme plus aboutie que la ville verte ou la ville durable, puisque ce serait une ville qui intégrerait pleinement l'ensemble des écosystèmes et des formes de vie autres qu'humaines. Et donc c'est pourquoi dans cette présentation, je vais tâcher d'explorer ces deux dimensions, donc de ville verte mais aussi de ville vivante, essentiellement dans les villes des pays des Nord, et en particulier dans les villes françaises, en articulant à la fois les politiques publiques et des travaux scientifiques récents. Et donc par honnêteté intellectuelle, il me semble important de rappeler ici qu'il y a beaucoup de manières d'aborder la question de la nature en ville, et donc que beaucoup d'autres travaux que ceux que je vais vous proposer pourraient être mobilisés. Mais ma présentation est limitée dans le temps et elle se base aussi sur des travaux qui me semblent intéressants et qui guident ma recherche à titre personnel. Donc je vous présente quelques travaux, des travaux récents, mais vous pourriez évidemment en inclure beaucoup d'autres. Et donc mon objectif ici est triple et j'espère réussir à le remplir. C'est à la fois de vous présenter des travaux de recherche qui montrent bien toute l'actualité de cette question. Il s'agit aussi de fournir des exemples pour les éventuels candidats et candidates au concours de l'enseignement qui auraient à traiter de cette question dans le cadre d'un sujet. Et je vais essayer aussi de proposer des pistes d'enrichissement des cours aux enseignants du secondaire qui auraient à traiter de la question de l'aménagement des villes de demain. Et donc c'est ce qui explique la forme de mon support qui, vous le verrez, intègre beaucoup de références bibliographiques au fur et à mesure, un peu sur le modèle d'un état de l'art, l'idée étant de vous permettre de piocher les références qui sont utiles et ou qui vous intéressent selon votre profil et vos centres d'intérêt. Donc pour commencer, la ville durable, une ville verte. Donc je vais explorer cette idée pour montrer que derrière ce vocable de ville durable, entendu ici dans le sens de l'environnement, se trouve souvent l'idée d'une ville verte ou d'une ville végétale. Et cela apparaît à travers un accent qui est mis sur la végétalisation urbaine dans les utopies comme dans les mesures politiques. En effet, si l'expression de nature en ville est finalement assez large dans son acception, il apparaît qu'elle n'intègre pas toutes les formes de nature. Et dans le cas de la nature en ville, on voit qu'il y a une focalisation sur certains éléments de nature qui apparaît bien dans les sites internet des principales agglomérations où vous retrouverez souvent un onglet intitulé Nature en ville ou Ville Nature ou une autre expression qui s'en rapproche. Et ce qui est intéressant sur ces pages internet, c'est d'évoquer donc ce qu'on voit et ce qui est mentionné, mais aussi tout ce qui est absent. Et donc ici, vous avez l'exemple de la ville de Lyon, où on retrouve des tendances qui apparaissent dans de nombreuses autres villes françaises qui s'approprient cette question de la nature en ville. Donc tout d'abord, on voit des éléments qui font référence à la mise en place de politiques de gestion qui se traduisent aussi par la création de postes spécifiques, que ce soit des services nature en ville ou des délégations à la nature en ville. Dans certaines agglomérations, il s'agit aussi de postes d'adjoints au maire spécifiques. Donc, par exemple, à Lyon, le 2e adjoint est adjoint à la transition écologique et le 15e adjoint, donc Gauthier Chapuis, est adjoint à la végétalisation, la biodiversité, la condition animale et l'alimentation. À travers cet exemple, on voit aussi que les politiques sont très centrées sur les questions de végétalisation. Donc, vous constaterez ici qu'on n'a pas de mention des animaux, par exemple. Donc on voit essentiellement du végétal avec différentes formes dans les photographies qui sont présentées, mais on voit aussi une prise en compte croissante de la question de la biodiversité, avec notamment la mention d'un atlas de la biodiversité, ce qui alimente l'idée que le végétal est lié à des espèces animales également, même si souvent la focalisation est faite sur des animaux donc de compagnie, mais aussi sur certains animaux, notamment des oiseaux ou les animaux des berges.
Et le dernier élément qui me semblait intéressant à mettre en avant ici, c'est le fait que cette végétalisation urbaine est aussi au service d'enjeux de marketing territorial, c'est-à-dire d'une forme de mise en scène des villes et de promotion pour améliorer leur image et pour attirer des populations et des activités. Et donc l'enjeu de ce type de site internet, c'est aussi de se mettre en scène en tant que ville qui fait la promotion de la nature, ce qu'on retrouve ici à la fois avec l'appellation ville nature ou avec des certifications. Et donc tous ces éléments produisent évidemment des enjeux urbanistiques. Donc il s'agit de faire une place aux besoins du vivant dans la conception des villes. Et donc on peut penser ici à la conception des trames vertes et bleues qui visent à assurer une continuité écologique pour que les animaux puissent circuler. Et cela permet de lutter contre une fragmentation de leur territoire. Et en termes urbanistiques, l'enjeu de ces villes plus durables, c'est aussi de concevoir des espaces qui sont favorables aux vivants, par exemple en désimperméabilisant des cours d'école pour favoriser la présence des végétaux et des insectes, ce qui permet aussi de lutter contre des îlots de chaleur urbains. Néanmoins, tous ces enjeux sont souvent adoptés avec le prisme des humains, puisqu'il faut que ce soit des espaces acceptables pour les humains. Et donc ici, on ne mentionne pas la présence de grandes friches agricoles. On mentionne par exemple des jachères fleuries précisément délimitées et très contrôlées. Et donc derrière ces initiatives de nature en ville, on retrouve à la fois des initiatives qui sont portées par des politiques publiques et des initiatives habitantes. Et donc ici vous avez quelques exemples à partir du cas de la ville de Schiltigheim qui se trouve dans l'agglomération de Strasbourg, d'initiatives portées par des politiques publiques. Donc avec le projet Zéro Phyto, l'installation de sites de compostage collectif ou des cas de végétalisation, ici la plantation d'arbustes et de haies vives. Mais aujourd'hui, de plus en plus de travaux de recherche montrent que la végétalisation peut aussi être portée par les habitants et dans différents cadres. Et donc je m'appuie ici notamment sur la thèse récente d'Amélie Deschamps qui a été consacrée à ces questions et qui montre que cette végétalisation réalisée par les habitants, elle peut passer donc à la fois par des jardins partagés, mais aussi par des opérations de rue, donc de la végétalisation sur les voiries, dont vous avez quelques exemples ici. Donc, cela peut se traduire dans le territoire par des pieds d'arbres fleuris, des fosses de plantation dans le bitume ou des bacs de culture et des jardinières installées directement dans les rues. Et donc ici, on peut penser à l'exemple des permis de végétaliser, qui ont été créés en 2015 et qui s'insèrent parfaitement à la fois dans les discours sur la nature en ville et dans les discours sur la végétalisation participative. Donc le principe de ces permis, c'est qu'il faut faire une demande individuelle en tant que personne majeure qui donne l'autorisation de jardiner dans la rue. Et donc en fonction des modalités de ce permis de végétaliser, on peut ensuite fleurir le pied d'un arbre, jardiner après le retrait du bitume dans certaines zones, ou installer des jardinières sur l'espace public. Donc il s'agit d'une demande officielle et une fois l'opération de jardinage effectuée, il faut afficher le fait que cette opération s'est faite dans le cadre d'un permis de végétaliser, ce qui fait que vous pouvez croiser ce type d'affichage dans les rues des villes que vous fréquentez si vous y êtes attentif et attentive. Et donc on retrouve des explications détaillées sur le site des communes avec souvent également des contacts de personnes ressources et des explications sur les bonnes pratiques de jardinage urbain. La végétalisation peut aussi être réalisée par les habitants dans le cadre de jardins partagés, avec ici des enjeux autres que la question de la végétalisation, puisque souvent autour de ces jardins partagés se jouent aussi des questions de lien social, des relations de proximité, de voisinage, et des formes de reconnexion à la nature. Et donc ici, on voit qu'à partir de ces questions de nature en ville et notamment de nature végétale, on rejoint des enjeux plus larges de la fabrique de la ville de demain, même s'il faut garder un regard critique sur ces différentes initiatives, puisque les travaux d'Amélie Deschamps comme de Léa Mesda montre que ces initiatives ne touchent pas de la même manière tous les quartiers, donc tous les espaces urbains et tous les profils socio-économiques de citadins. Et donc pour finir, derrière le vocable de ville durable au sens de ville verte, on retrouve également la question des villes nourricières, notamment par le biais des projets d'agriculture urbaine.
Et donc en cela, les jardins partagés permettent de faire le lien avec ces enjeux d'agriculture urbaine. Tout cela fait partie donc, des utopies urbaines que j'ai évoquées au début de cette présentation, avec l'idée d'un retour nécessaire à une production alimentaire de proximité qu'on retrouve parfaitement dans l'exemple de la ville potagère de Luc Schuiten. Et donc en effet, l'agriculture urbaine peut apparaître comme une solution face à des problèmes urbains contemporains. Et je m'appuie ici notamment sur les travaux de Flaminia Padeou, et en particulier sur ses travaux menés sur Détroit, donc une ville américaine. Elle montre que cette agriculture urbaine, elle est multifonctionnelle. Elle a évidemment une fonction nutritive, donc elle permet de lutter contre les déserts alimentaires et de créer des circuits d'approvisionnement locaux. Elle permet aussi de créer des emplois, donc que ce soit dans la production, la distribution ou la commercialisation. Et elle permet également de revaloriser le foncier, en particulier dans des shrinking cities, et de lutter contre le développement de friches qui seraient associées à des pratiques considérées comme nuisibles, telles que le trafic de drogue ou l'installation de décharges sauvages. Et enfin, l'agriculture urbaine permet aussi de favoriser des liens entre citadins et nature. Mais au-delà de tous ces bienfaits de l'agriculture urbaine, il est important de garder un regard critique et politique sur ces pratiques, en s'interrogeant toujours sur le type de dispositifs mobilisés, les acteurs qui sont à l'origine de ces dispositifs, les acteurs qui les mettent en œuvre et les lieux où ces dispositifs sont développés. Et dans ces travaux, elle montre que les choix opérés par la municipalité, et notamment ceux qui incluent la politique de verdissement, contribuent à renforcer des injustices socio-spatiales et raciales, notamment avec le déplacement d'une partie de la population afro-américaine qui était déjà défavorisée. Et elle montre qu'au sein du mouvement alimentaire alternatif, il y a une production et une reproduction d'une blanchitude avec l'arrivée de jeunes blancs éduqués et aisés qui sont déjà mieux dotés en ressources et qui ont déjà un accès privilégié à certaines aides économiques, et donc qui sont plus privilégiés que des petites associations afro-américaines plus anciennement implantées à Détroit. Donc on voit ici que derrière une nature végétale en apparence qui ne pose pas question, on retrouve des enjeux éminemment politiques et la question des injustices socio-spatiales urbaines. Et donc après avoir exploré cette question de la ville végétale, on peut s'interroger sur le passage à une ville plus vivante. Et donc en cela, il faut revenir sur une évolution à la fois donc, des politiques publiques et des travaux scientifiques. Et donc c'est l'objectif de cette deuxième partie qui va explorer donc, la question de la ville vivante et la place qui est faite aux animaux donc, dans les villes notamment françaises et dans les travaux scientifiques. Donc je précise ici que je vais employer le terme d'animaux tout au long de mon discours pour éviter d'alourdir ce dernier, même s'il faudrait plutôt parler d'animaux non humains ou d'animaux autres qu'humains pour être parfaitement rigoureuse. Donc, pour commencer, je voulais rappeler que des travaux récents tendent à mobiliser la notion de ville durable qui apparaît donc dès l'essor de la notion de développement durable. Dès ce moment-là, on voit que l'échelon urbain est désigné comme un échelon particulièrement important, ce qu'on retrouve notamment avec la Charte des villes européennes pour la durabilité, qui date de 1994, qui est publiée par la Commission européenne de la campagne européenne des villes durables. Et l'enjeu, pour citer Antonio d'Acuna, c'est de rendre la ville supportable par la nature et de rendre l'environnement urbain supportable pour l'homme. Et donc cette charte, elle arrive au moment où émerge un discours autour de la ville durable comme étant la bonne ville au XXIe siècle, ce qui montre aussi que cette ville durable, elle s'inscrit dans une évolution du regard qui est porté sur la ville. Et donc ici, je cite un article écrit par Éric Monin, Sophie Desca et Daniel Siret, qui dit « La ville classique devait être belle en respectant les notions de convenance et de bienséance. La ville moderne devait être radieuse, suivant le slogan de Le Corbusier, la ville contemporaine doit être durable. » Donc cette ville durable a pour objectif de rendre la ville plus supportable, mais aussi de transformer les représentations qu'ont les habitants des espaces urbains qui ont longtemps souffert d'un imaginaire négatif.
Et donc on peut penser ici aux travaux sur l'urbaphobie menés notamment par Joël Salomon-Cavin. Or, dans cette ville durable, on retrouve beaucoup de discours sur le végétal, sur la ville verte, avec notamment une focalisation sur la question des espaces verts, qui sont pensés comme un équipement urbain comme les autres, et donc qui sont intégrés sans une réelle prise en compte de l'écosystème à part entière, et avec une indifférenciation du végétal et des espèces qui seraient susceptibles d'y vivre. Or, la prise en compte de la présence animale aujourd'hui se développe, notamment à partir de réflexions d'écologie urbaine et de travaux sur la biodiversité urbaine, puisque de plus en plus, l'objectif, c'est de réussir à préserver cette biodiversité en articulant une dimension biophysique et les impacts des activités humaines, ce qu'on retrouve avec l'exemple déjà évoqué brièvement des trames vertes et bleues et de la reconstitution de corridors écologiques. Et donc c'est à partir de ces travaux de biogéographie et d'écologie qu'apparaît cette idée que les villes peuvent être vivantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être des lieux importants de biodiversité et une ville finalement plus qu'humaine qui nous inviterait à décentrer un peu le regard. Donc il s'agit de penser la ville comme un écosystème et pas seulement comme une pure production humaine, mais bien de concevoir que tous les autres vivants non humains, végétaux comme animaux, sont aussi des acteurs de ces espaces, ce qui implique d'accepter la part non contrôlable de cette nature en ville, ce que le schéma du CEREMA qualifiait de nature spontanée. Et donc ici, on peut s'appuyer sur deux citations, donc une proposée par Jean Estebanez, qui montre qu'aujourd'hui, la ville n'est plus appréhendée seulement par le regard des humains. Donc, il écrit dans un article de 2017 « La ville est par exemple non plus seulement pensée comme le domaine de la société des humains, mais comme une composition articulant des éléments minéraux, végétaux, des humains, des objets, des animaux. » Donc, ce qui montre bien l'intégration aujourd'hui de tous ces éléments. Et on peut mettre en lien cette citation avec une citation qui est tirée d'un article de Marion Erdwein et Claire Tollis, qui nous disent, donc je cite, « Active, changeante, spontanée, la nature en ville ne relève plus d'un simple vers, mais d'une mobilisation, d'un foisonnement, d'une incertitude liée à son caractère vivant qui fabrique, qu'on le voit ou non, la ville d'aujourd'hui. » Et donc ces deux citations et tous les travaux que je vous ai mentionnés sur mon support mettent aujourd'hui l'accent sur l'idée d'une ville vivante et nous invitent à prendre en compte tous les autres vivants, à la fois du point de vue scientifique, mais aussi en termes d'aménagement et de politique publique. Et donc j'en arrive à la question de la place des animaux dans ces villes, puisqu'on pourrait penser que la ville est l'espace par excellence des animaux de compagnie, en particulier des chiens et des chats, qui, lorsqu'ils ne sont pas des animaux errants, sont considérés comme pleinement contrôlés par les humains et sont très nombreux dans les villes contemporaines. Or, on pourrait se demander quelle est la place qu'il faut faire aux autres animaux, qu'ils soient animaux de rente, animaux liminaires ou animaux sauvages. Et ici, une deuxième question se pose, notamment du point de vue scientifique, qui est de savoir comment qualifier les relations avec des animaux qui sont en ville, mais que les citadins ne côtoient pas dans des espaces intimes tels que l'espace du logement. Et donc pour commencer, je voulais revenir sur la grande diversité des espèces qu'on peut trouver en ville. Donc évidemment, on peut trouver des animaux de compagnie, je ne reviens pas sur ce point. On peut également trouver des animaux qui sont des animaux domestiques sans être des animaux de compagnie et par exemple des animaux de rente, c'est-à-dire des animaux qui ont une vocation productive et dont on sait qu'ils ont été progressivement mis à l'écart des villes, tout comme les infrastructures qui permettaient leur exploitation. Et on mobilise aussi de plus en plus la notion d'animaux liminaires, donc qui est une notion qui a été définie par Donaldson et Kimnicka. Et donc derrière cette notion d'animaux liminaires, on retrouve des animaux qui ne sont ni domestiques ni sauvages à proprement parler. Donc cela désigne des animaux qui sont adaptés aux environnements anthropisés et particulièrement aux environnements urbains. Et donc derrière cette catégorie, on peut retrouver des animaux tels que les pigeons, les rats, les lapins, les fouines, des animaux donc, avec lesquels les citadins ne sont pas en contact aussi proche qu'avec des animaux de compagnie, mais qu'ils sont susceptibles de croiser, ou du moins avec lesquels ils sont susceptibles de partager des espaces urbains.
Et enfin, aujourd'hui, de plus en plus, se pose la question des animaux sauvages dans les espaces urbains. Et on peut penser ici à l'actualité et aux travaux sur la présence de sangliers urbains. Et donc dans ce cas-là, la présence d'animaux sauvages vient aussi transgresser des limites établies et des représentations qui feraient de la ville l'espace des humains par excellence. Et donc cela vient questionner à la fois nos relations anthropozoologiques, mais aussi toutes les représentations qu'on peut avoir des espaces urbains et de la juste place de la nature en ville. Et donc pour repenser la relation aux espèces urbaines, on dispose aujourd'hui de beaucoup de travaux qui proposent des modalités de relation et des termes pour les définir. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur 3 termes qui, selon l'emploi qu'on en fait, ne portent pas exactement le même sens, donc, qui sont la coprésence, la cohabitation ou la coexistence. Donc avec ces termes, on voit une sorte de gradient finalement dans la relation, avec une relation de coprésence qui serait une relation de 2 individus mis côte à côte, alors que la cohabitation impliquerait une vraie vie ensemble. Et outre ces termes qui impliquent des degrés de relation différents, on peut mentionner un travail récent qui a été proposé par Patrick Blandin, Frédéric Ducarme et Damien Marrage, qui propose l'idée de cohabitation conviviale. Donc derrière le terme de convivialité qui désigne le fait de vivre ensemble, il développe cette proposition en évoquant la joie simple et forte que l'on éprouve lorsque l'on se sent bien avec d'autres personnes, en partageant de bonnes choses, avec pour seule règle de savoir-vivre la bienveillance. Et donc dans ce cas, on serait sur des relations qui apporteraient un bénéfice mutuel finalement et un plaisir d'être ensemble avec ces espèces urbaines. On peut également penser à des relations de compagnonnage. Et donc ici, je reprends le travail de Donna Haraway, qui propose notamment la notion d'espèce compagne, qui ne s'applique évidemment pas à toutes les espèces urbaines que je vous ai présentées précédemment. Et sur mon support, vous retrouvez une citation que je trouvais particulièrement intéressante lorsqu'on questionne la place des animaux en ville, puisqu'elle parle de la police, donc de la cité au sens plein. Et donc elle écrit « Instituer la police là où dès que les espèces se rencontrent, nouer ensemble espèces et compagnes dans le milieu de la rencontre, du respect, de la reconnaissance mutuelle, c'est pénétrer le monde du devenir avec, où ce qui importe est précisément avec qui et quoi nous sommes mis en présence. » Et donc avec cette idée d'espèce compagne vient aussi l'idée d'une transformation mutuelle par la présence avec les animaux autres qu'humains. Et donc ça introduit aussi l'idée d'une agentivité de ces animaux qui sont capables d'agir intentionnellement et de transformer aussi les humains avec lesquels ils sont en contact. Une autre proposition pour repenser cette relation aux espèces urbaines, c'est la proposition de Joël Zask qui reprend le terme de voisinage et qui l'étend à un voisinage interspécifique. Donc elle explique que le voisinage, c'est une relation qui nous invite à considérer l'extérieur comme un environnement partagé entre des êtres différents, avec des relations plus ou moins proches. Finalement, on ne connaît pas toujours parfaitement son voisin, mais pour autant, on pratique les mêmes espaces et on peut aussi développer, donc là, si je la cite, des relations de sympathie et d'empathie, des émotions positives, des idéaux d'union sociale intime, ou le partage d'un même langage, même si tous ces éléments ne sont pas nécessaires pour faire une relation de voisinage. Et donc, elle propose de considérer une partie des espèces urbaines comme étant nos voisins et nos voisines. Et enfin, un dernier type de relation qu'on pourrait évoquer, c'est le fait de penser les animaux urbains comme étant des animaux au travail, à partir de la réflexion de Jocelyne Porcher. Et donc ici, je peux proposer un exemple qui m'intéresse tout particulièrement dans mes travaux, qui est le cas des chevaux territoriaux. Et donc, dans le cas des animaux au travail, on peut s'intéresser à des initiatives qui mettent des animaux de rente au service de la transition socio-écologique, avec 2 exemples qui sont au cœur de ma thèse, donc les poules composteuses et les chevaux territoriaux. Donc, ce qu'on désigne par poules composteuses, ce sont à la fois donc, les poules qui sont distribuées aux particuliers
pour leur permettre notamment de gérer leurs déchets et d'avoir accès à des œufs. Et ces poules peuvent aussi être présentes dans des poulaillers partagés, notamment urbains, dont vous avez un exemple ici. Et le deuxième exemple, c'est le cas des chevaux territoriaux, donc qui est une expression qui désigne les chevaux qui rendent des missions de service public, que ce soit le ramassage scolaire, le ramassage des déchets ou l'entretien des espaces verts. Et dans ces deux cas, on voit que ces animaux de rente retrouvent une place en ville, puisqu'ils sont mobilisés par des politiques publiques avec des discours qui les associent à la transition socio-écologique, notamment des discours autour de la réduction des déchets, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'un ralentissement des modes de vie, ce qui permet de faire le lien avec les discours sur une ville plus lente, et ce qui permettrait aussi une reconnexion des citadins avec la nature. Et donc dans ces deux exemples, on voit qu'il serait possible de faire une place aux animaux autres que de compagnie dans le cadre de ces initiatives qui visent à produire une ville plus durable et une ville qui s'inscrit pleinement dans la transition socio-écologique. Et donc je vous propose ici quelques éléments pour mieux comprendre finalement ce qui fait la juste place, ce qui fait que ces animaux auraient une juste place au sens d'Isabelle Mauze en ville, avec à la fois les éléments qui sont perçus comme agréables et les éléments qui sont perçus comme des nuisances ou des désagréments. Donc, dans un premier temps, on constate que, a priori, la grande majorité des habitants que j'ai interrogés considèrent que les chevaux et les poules apportent ou apporteraient des éléments agréables. Et ces éléments agréables pourraient être de différentes sortes. Donc, le premier qui est mis en avant, c'est le fait de développer une relation avec le vivant et la nature au sens très large. On retrouve ensuite des éléments qui sont associés donc, à la transition socio-écologique et à la question alimentaire, avec le fait que, par exemple, les poules pourraient produire des œufs, voire de la viande, et pourraient consommer et contribuer à réduire les déchets. Et on retrouve également l'idée que la nature en ville vient apporter des bénéfices sociaux et des bénéfices en termes de bien-être, puisque les habitants mentionnent aussi le fait que la présence de poules en ville serait une forme d'animation qui rendrait le cadre urbain agréable et une présence agréable ou éducative, en particulier pour les enfants, sachant que cette présence est considérée comme favorisant le lien social et les échanges. Et à l'inverse, 41% des habitants considèrent que les chevaux pourraient être une source de nuisances potentielles, et cela monte à 47% pour le cas des poules. Et ici, on voit que les éléments qui sont mentionnés comme des nuisances potentielles sont en fait des éléments qui rappellent que donc la ville est considérée comme un milieu technique, propre et ordonné, pour reprendre la citation de Nathalie Blanc, puisque les nuisances associées sont souvent des nuisances associées aux excréments, aux odeurs, au bruit, mais aussi des questions d'hygiène, donc avec la crainte de certaines maladies, des raisons sanitaires, et des craintes liées à des enjeux de gestion. Et donc ici, on voit que ce qui fait que les animaux auraient une place jugée acceptable par les habitants en ville, c'est leur correspondance aussi à une certaine image de la ville. Et à partir du moment où les animaux ne correspondraient plus à cette image de la ville comme étant saine, sûre, propre et ordonnée, ils ne sont plus considérés comme étant les bienvenus. Et donc, cela pose des questions pour les animaux liminaires et les animaux sauvages qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus en ville et dans les travaux scientifiques, puisque ces animaux ne sont pas intégrés de la même manière aux questions de transition socio-écologique. Et donc, leur étude pose des questions à la fois autour des représentations de ce qu'est la ville et de ce que devrait être une bonne ville au XXIe siècle, mais aussi des questions de jeu d'acteurs, pour savoir quels sont les acteurs de référence et quelles sont les politiques de gestion qui sont développées. Et souvent, les travaux qui traitent de ces animaux montrent aussi des tensions entre les acteurs urbains. Et donc tout cela vient questionner une dichotomie entre nature et culture, qui ici serait une dichotomie entre des animaux sauvages associés à des espaces ruraux et des animaux urbains. Et donc l'apparition d'animaux sauvages dans les espaces urbains viendrait franchir cette limite et donc entraînerait une sorte de brouillage des frontières qui questionne à la fois les modes de gestion, les
politiques d'aménagement et nos représentations. Donc, je vais manquer de temps pour approfondir ce point, mais je vous invite à consulter 3 ressources récentes, voire très récentes, donc les thèses d'Alizé Berthier et de Carole Marin, qui traitent respectivement donc, des oiseaux urbains et du sanglier bordelais, et l'un des derniers numéros de la revue Géoregard, qui s'intéresse explicitement à cette question, donc, qui est intitulée « Animaux sauvages en ville, quelle cohabitation ?» et qui a été dirigé par Sylvia Flaminio, Maud Chalmandrier et Joël Salomon-Cavin. Et donc vous y trouverez des articles sur différents types d'animaux, des vers luisants, aux goélands, aux sangliers et aux renards. Et donc ce dernier point pose la question des animaux qui sont qualifiés d'indésirables, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Joël Salomon-Cavin. Et on voit ici qu'on fait face à des questionnements qui sont anciens et qui apparaissent en géographie, notamment dès l'ouvrage issu de la thèse de Nathalie Blanc, qui s'est intéressée aux cafards dès la fin des années 1990. Et donc dans son travail, elle montre que la nature désirée a une place en ville, elle a un lieu qu'elle vient enrichir de manière positive, et donc elle inclut aussi des pratiques qu'elle autorise. Or, à l'inverse, la nature non désirée, dont la blatte est finalement une incarnation, est une nature qui n'a pas de place, pas de lieu, et qui ne définit pas un endroit, sauf de manière négative. Et donc, dans le cas de ces animaux indésirables, on voit une coupure donc, entre ville et nature, et cela confirme la persistance d'une idée, qui est que la ville est un milieu technique et un milieu sain, sûr et propre. Et ce qui est très intéressant dans son travail, c'est qu'elle rappelle que, au-delà de la présence de l'animal en lui-même, on peut étudier le discours, notamment le discours sur les cafards, qui est révélateur de points de vue sur la ville, et dans le cas précis qu'elle étudie, d'un discours sur une crise de l'habiter en ville, et notamment de l'habiter en HLM, puisque la blatte suscite de la répulsion, du dégoût et des représentations extrêmes. Et donc elle explique que la blatte cristallise à la fois un mal-être social et un mal-être urbain. Et on pourrait faire de nombreux parallèles avec les discours médiatiques plus récents sur les punaises de lit. Donc réfléchir à ces indésirables paraît intéressant à plusieurs titres. Cela permet de définir ce qui est construit comme désirable et donc de déconstruire les discours sur la nature en ville et sur ce que serait une bonne ville. Et cela permet aussi d'interroger les relations citadin-nature, si on prend la nature dans sa totalité, et pas seulement la nature désirable au service des humains. Et donc cela nous invite à étudier des récits de la ville associés aux animaux, et donc des représentations, avec dans l'idée qu'une ville vraiment vivante, ce serait une ville qui prend aussi en compte ces êtres vivants non humains plus ou moins désirables et qui leur fait une place. Et donc dans une dernière partie, je voulais aborder la manière dont on approche la question de la nature en ville et des évolutions récentes, en partant donc des services écosystémiques pour montrer comment cette approche utilitariste est aujourd'hui remise en question et étayée par d'autres approches, notamment la question des approches sensibles. Donc pour commencer, je reviens sur cette notion des services écosystémiques, qui est donc à la fois un élément étudié du point de vue scientifique, mais aussi un élément qui sous-tend de nombreux discours politiques autour de l'intérêt de la nature en ville et qui n'est pas toujours explicité comme tel. Et donc c'est un élément qui inscrit aujourd'hui de plus en plus les discours sur la nature en ville dans la question de l'adaptation au changement climatique. Donc ce qu'on appelle services écosystémiques, c'est au sens large les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Et parmi donc, tous ces services, il y en a 2 qui sont le plus souvent mis en avant, qui sont donc des services d'approvisionnement et de régulation et des services culturels. Donc on retrouve des services qui sont proprement écologiques, avec, comme on l'a vu précédemment, la végétation pour lutter contre les îlots de chaleur ou pour améliorer la qualité de l'air localement. Mais on retrouve aussi des services dits culturels, par exemple la fonction sociale des parcs et jardins, et des infrastructures vertes qui ont un impact positif sur la santé et le bien-être des citadins. Et donc en cela, on a de très nombreux exemples, tels que les travaux de Richard Raymond et Laurent Simon,
qui montre une influence bénéfique de la fréquentation des espaces verts sur l'obésité des citadins et sur leur bien-être mental comme physique. Et donc si ces services écosystémiques ont longtemps guidé les approches de la nature en ville, ils sont aujourd'hui de plus en plus questionnés, puisqu'on revient sur l'idée que le vivant est là pour servir les besoins des humains, et on questionne une demande de nature en ville qui est très spécifique. Et donc c'est ce que pointe Virginie Maris dans son ouvrage « Nature à vendre », où elle montre que derrière la réflexion autour des services écosystémiques, il y a des partis pris sur les plans éthiques, politiques et économiques, et elle montre les limites d'une évaluation économique de ces services écosystémiques qui aboutit à une approche instrumentale des écosystèmes et à une évaluation uniquement en termes économiques. Or, dans son ouvrage, elle défend une conception plus complexe et qui dépasse cette vision strictement instrumentale. Et donc, pour dépasser cette vision instrumentale, je vous propose deux approches qui sont mobilisées donc, dans des recherches récentes et en cours. Donc, la première, c'est une approche d'écologie politique urbaine, à partir du travail notamment de Marion Erdwein, qui propose de porter un autre regard sur cette nature urbaine. Et donc je pars ici d'une citation qui est tirée de la conclusion de son ouvrage intitulé « Les natures de la ville néolibérale, une écologie politique du végétal urbain ». Et donc dans sa conclusion, elle écrit « L'ouvrage apporte en définitive un regard novateur à la fois sur la manière dont la nature urbaine est construite, par des discours, des instruments et des pratiques qui s'incarnent dans des modèles qui circulent, sur ce qu'elle est, quelles catégories permettent de la penser et sous quelle forme elle se matérialise, et ce qu'elle est capable de faire, en l'occurrence se mettre au travail. » Et je trouve que cette citation est très riche, puisqu'elle montre bien les différentes dimensions d'un travail sur la nature en ville aujourd'hui, donc avec une première dimension qui permet d'étudier sa construction et de rappeler que la nature en ville, c'est un construit qui ne va pas de soi. Et donc, elle nous invite à réfléchir à la manière dont cette nature est le fruit d'une production par des acteurs, par des discours, par des dispositifs, ce qui nous permet de déconstruire ces éléments qui pourraient apparaître comme des évidences ou des consensus, et ce qui nous invite, une fois encore, à travailler sur les représentations que nous avons de la nature en ville. Elle nous invite également à nous interroger sur ce qu'est cette nature en ville, et donc ici, on peut repenser à cette question de nature désirée, utilisés, contrôlés, ou au contraire d'éléments classifiés comme indésirables. Et en tant que géographe, on s'intéresse aussi à la manière dont cette nature se matérialise dans les espaces urbains. Et enfin, elle propose d'étudier ce que cette nature est capable de faire, ce qui pose la question de l'agentivité et de l'interagentivité de toutes les formes de vivant autres qu'humaines. Donc là, l'agentivité est entendue au sens de capacité à agir intentionnellement sur soi-même, sur les autres et sur son environnement. Et dans le cas de l'interagentivité, on pense la capacité à faire agir les autres individus. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous invite à penser que ces compétences ne sont pas propres aux humains et peuvent concerner d'autres êtres vivants en ville, végétaux comme animaux, ce qui nous permet de décentrer le regard des habitants humains uniquement. Et donc à la fin de son ouvrage, elle ouvre 3 pistes pour une écologie politique urbaine. Donc, elle propose tout d'abord de s'intéresser à la question du travail comme angle fécond, puisque cela nous permet de porter un regard sur les pratiques, mais aussi sur les professions, les acteurs et les savoirs qui contribuent à construire cette nature urbaine, et donc à rendre visible un ensemble d'acteurs, de pratiques et de savoirs qui souvent sont invisibilisés. Et donc là, on peut faire référence aux travaux qui pensent les relations de travail interspécifiques. Elle nous invite aussi à intégrer la dimension corporelle, émotionnelle et affective, donc ce qui nous permet de rappeler que le corps et les émotions sont des éléments politiques et qu'ils dépendent aussi de dispositifs spatiaux et d'aménagement, et que lorsqu'on étudie l'habitat urbain, il faut prendre aussi ces dimensions, donc ne pas aborder la nature en ville seulement au prisme des aménagements, mais aussi au prisme de l'espace vécu et habité au sens plein. Et enfin, elle met l'accent sur les compétences des non-humains dans la ville néolibérale, ce qui invite à ouvrir l'étude de la nature en ville en intégrant la question des acteurs non-humains et la question de l'interagentivité, ce qui nous incite à décentrer le regard
pour aborder ces questions non plus seulement au prisme des humains et pour penser une ville plus qu'humaine. Et donc, pour finir, je propose juste quelques éléments sur la question des approches sensibles qui permettent donc d'approcher le récit qui est fait de la relation entre les citadins et cette nature urbaine. Donc je mentionne ici rapidement une citation de Nathalie Blanc que je trouve très parlante et qui dit que l'animal est un récit, c'est-à-dire une manière de dérouler le temps et l'espace et une manière de se raconter l'environnement. Et ce récit de l'environnement, c'est toujours un récit qui est sensible et un récit qui intègre justement les dimensions corporelles et l'affectivité. Et donc c'est un récit qui est révélateur des représentations et du quotidien partagé avec ces éléments de nature urbaine. Et on peut mettre en lien cette question du récit avec la question des ambiances urbaines, ici entendues au sens large, donc qui intègre, si je reprends le travail de Jean-Paul Thibault, des éléments sensibles, des territoires, des matérialités, des récits, des affects, etc. Et donc tous ces éléments sont aujourd'hui bien intégrés dans des travaux de recherche qui visent justement à aborder cette nature en ville, non plus seulement à partir des services écosystémiques, mais à partir d'une dimension sensible. Et donc ce qui fait de la nature en ville un enjeu sonore, olfactif, mais aussi tactile, voire affectif. Et donc on peut mentionner ici le travail de thèse en cours d'Héloïse Belay, qui s'intéresse justement à une approche sensible par le biais des chants d'oiseaux et qui pose différentes questions. Donc elle se demande si les chants d'oiseaux ont un impact sur la relation des habitants à la biodiversité en ville. Elle se demande notamment s'il s'agit uniquement d'un agrément ou s'ils permettent aux habitants de questionner et de repenser la qualité des paysages urbains. Et son travail s'inscrit dans un questionnement plus général qui est de savoir si le sensible peut être un levier pour motiver les citadins à protéger la biodiversité en ville. Et donc, dans son dispositif d'enquête, elle mobilise notamment des exercices d'écoute de chants d'oiseaux in situ dans le cadre d'entretiens avec des habitants. Et donc, dans cet exemple, on voit bien qu'il ne s'agit plus seulement de concevoir la nature en ville par le biais de services, de bénéfices qu'on pourrait en retirer ou de paysages visuels, mais bien d'intégrer toutes les dimensions du sensible. Et donc pour finir, j'espère avoir réussi à montrer que la nature en ville, c'est un sujet à la fois scientifique, politique et pédagogique qui nous invite à questionner un certain nombre de représentations, notamment l'idée d'une dichotomie ville-nature, avec des travaux qui aujourd'hui pensent de plus en plus une ville vivante, donc une ville comme un écosystème qui intègre à la fois la question végétale et animale, sachant que cette ville est le fruit d'acteurs et de politiques, et donc que cette nature urbaine est un élément à ne pas dépolitiser. Et on assiste notamment à la mise en scène de la nature urbaine au service de la transition socio-écologique et de la participation habitante. Et donc tout cela, du point de vue scientifique, se fait aussi dans le cadre d'une évolution de la manière d'étudier la place de la nature en ville, avec un passage ou un enrichissement des services écosystémiques aux approches sensibles et à la prise en compte de l'interagentivité des non-humains, ce qui ouvre aujourd'hui de nombreuses perspectives interdisciplinaires. Et je termine juste sur quelques limites de ma présentation, puisque ce sont des points qu'on a tendance à oublier souvent. Donc là, évidemment, je me suis concentrée sur des espaces plutôt terrestres. On oublie souvent les espaces aquatiques qui font partie de la nature en ville. Dans le cas des animaux, je me suis concentrée sur les espèces qui reviennent le plus dans les travaux, mais il faut signaler que nos travaux se concentrent encore sur quelques espèces. Et je me suis concentrée sur des villes françaises, ou du moins des villes de pays développés, alors que cette question de la nature en ville se pose de manière un peu différente dans les villes des Suds. Et donc, si cette question vous intéresse et si vous voulez enrichir l'approche de la nature en ville en intégrant ces villes des Suds, je vous invite à aller voir les travaux de Noé Parot, qui est en train de faire sa thèse, notamment sur le cas de Tanger et de Mumbai, et qui montre bien que le rapport à la nature en ville, et notamment aux animaux, est vraiment différent, puisqu'on est dans un contexte culturel et religieux bien différent, avec de l'élevage urbain, des animaux errants et des animaux sacrés.
et donc ce qui ouvre à d'autres questionnements qui pourraient être abordés dans une conférence à part entière sur la nature en ville, cette fois-ci au prisme des villes des Suds. Je vous remercie pour votre attention.